la compréhension et permettre aux élèves d'avoir une autre idée sur ça. Sculpteur cherche avec soin, en attendant l'extase, un marbre sans défaut pour en faire un beau vase. Donc, le sujet, comme on l'avait dit l'autre jour, porte sur la poésie. Et tout le monde sait que la poésie est un art du langage. Et en parlant art du langage, on est dans le domaine de la perfection formelle. Donc, sculpteur cherche avec soin, en attendant l'extase, un marbre sans défaut pour en faire un beau vase. On l'avait dit que ça, cette thématique consiste à montrer que la poésie vise le beau. Vise le beau. Donc, ici dans la thèse, on voit que le poète est un orfèvre. Le poète est un magicien du verbe. Et quand on dit magicien du verbe, on est dans une dynamique de voir la poésie comme un art de la séduction. Donc ça c'est la thèse. Donc la thématique c'est la poésie qui vise le beau. Le poète est un magicien du verbe. Ça c'est la thèse de l'auteur. Ça c'est la thèse de l'auteur. Donc en première partie, nous allons montrer que la poésie est uniquement et exclusivement pour la recherche du beau. Donc la forme prend le dessus sur le fond. Et donc pour expliciter cette thématique, cette problématique-là, il nous faut donc faire appel à toute forme de poésie qui met l'accent sur la forme au profit du fond. Parce que pour en faire un beau vase, c'est-à-dire on essaie de faire un chef-d'œuvre. Donc tout ce qu'on dit beau vase renvoie seulement à chef-d'œuvre. Et chef-d'œuvre c'est quoi? Donc le poète est un artiste, le poète est quelqu'un qui crée à partir de la maîtrise du verbe. C'est ce qui fait dire à Stéphane Mallarmé, c'est avec des mots qu'on fait des vers. C'est avec des mots avec M-O-T-S qu'on fait des vers. C'est avec des mots qu'on fait des vers. Donc, la poésie acquiert une bonne maîtrise du verbe. Parce que quand on parle de poésie, on est toujours dans l'idée de parfaire, dans l'idée de produire une œuvre qui se base sur la beauté formelle. Donc ça, on va essayer de voir comment le poète parvient à montrer aux autres et aux lecteurs qu'il maîtrise son domaine. Donc, parce que le poète est un artisan du langage dont le seul but, c'est de produire du beau. Pour consolider ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut essayer de voir les Parnassiens dont la théorie essentielle tournait autour de l'art pour l'art. Eux, ils font de l'art pour l'art. Donc, là, la poésie devient désintéressée. La poésie devient désintéressée, devient aussi une activité qui est frivole. Une activité qui est frivole, désintéressée, qui n'a pas d'importance pour la société, mais eux, ils ne font que de l'art pour l'art. Tout ce qu'ils visent, c'est montrer leur aspect technique, leur aspect maîtrise du verbe. Donc là, on peut aussi prendre l'exemple des symbolistes, comme Apollinaire, comme Guillaume Apollinaire, qui a su séduire la littérature de manière générale avec ses œuvres, ses calligrammes surtout. Ses calligrammes. Et dont les plus célèbres, on peut en citer la montre, la cravate, le cœur et la colombe poignardée, qui sont des poèmes qui prennent la forme de l'objet décrit, qui prennent la forme de l'objet décrit. Voilà donc en gros ce qu'on appelle dans la thèse l'aspect esthétique. Et maintenant pour la deuxième partie, nous allons voir que le poète, au-delà de sa quête de beauté, est aussi un être social. Le poète est
est aussi un être social. Et quand on parle de l'être social, donc comme un artisan d'une quête de beauté, il est aussi et surtout un être social dont la mission consiste à être au devant de la scène, à participer dans les combats de la société. Et donc, le poète devient un militant. Le poète devient un militant. Et certains vont dire la poésie engagée. Et donc, on parle de poésie engagée en ce sens que le poète n'est plus là pour nous montrer ses talents d'écrivain, il est là et il participe au combat de la société. Il est donc témoin de son temps. Il est aussi quelqu'un qui fait une satire sans complaisance des mœurs qui gangrènent la société. Et donc, il est toujours aux côtés du peuple, comme l'avaient fait les poètes de la négritude, à l'image de Senghor, Césaire et Damas, pour qui ils doivent répondre à l'appel mystérieux de l'Afrique, qui consistait à être des avant-gardistes, à être aussi des êtres qui vont défendre l'intérêt du peuple noir. Mais il y a aussi et surtout les poètes français qui pour eux aussi, il ne faut pas rester les bras croisés. Il fallait participer quand la société a besoin de vous. C'est l'exemple de Hugo quand il a écrit les châtiments. Dans ce poème, il critique le régime despotique et dictatorial de Napoléon Bonaparte. Donc ça, c'est la deuxième partie. Vous allez montrer que la poésie est militante. Elle prend en charge les problèmes de la société. Et enfin, dans la troisième partie, vous allez montrer que le poète permet d'extérioriser ses sentiments personnels. Ça, on appelle ça la poésie lyrique. Donc l'adjectif lyrique, tout le monde sait que vient du mot lyre, qui signifie un instrument de musique qui accompagnait la déclamation des poèmes dans la Grèce antique. Donc, pour faire sortir ses sentiments les plus profonds, l'écrivain, le poète en particulier, prend sa plume pour communier avec ses lecteurs, pour se confesser et dire tout ce qu'il a dans son fort intérieur. L'exemple qu'on donne, c'est l'exemple des romantiques. Et Musset nous disait quoi? Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Donc voilà les trois grands axes que vous allez développer dans le travail pour la compréhension. Toutes ces deux vidéos montrent que vous êtes dans la compréhension du sujet, montrant que dans la thèse, on montre que la poésie est esthétique. Dans la deuxième partie, la poésie est engagée et dans la troisième partie, la poésie est